On ne naît pas tueur en série, on le devient. Un constat que fait le réalisateur Stéphane Bourgoin avec 3 des plus grands serial killers que l'Amérique ait jamais enfantés entre les années 70 et 90. En effet, la plupart de ces monstres glaçants d'inhumanité ont tous subi pendant leur enfance soit des violences physiques, soit des sévices psychologiques ou sexuels. À travers leur parcours macabre et un entretien à huis clos avec chacun d'eux, le film que vous allez voir révèle un profil commun à tous les tueurs en série. Froid, calculateur, méthodique, sans compassion. Tout de suite dans Infrarouge, voici les portraits de Ed Kemper, Rod Ferrell et Gérard Schaeffer, 3 prédateurs qu'il valait mieux ne jamais croiser. Les 3 hommes que vous voyez sur ces images sont des citoyens américains. Tous les 3 ont été reconnus coupables de meurtre et qualifiés de tueurs en série. Les États-Unis sont le seul pays à avoir étudié ce genre de criminels depuis la fin des années 70. Edmund Kemper entame sa carrière de tueur à l'âge de 15 ans en assassinant ses propres grands-parents. Après 5 années passées en hôpital psychiatrique, il récidive et tue 6 autostoppeuses en l'espace de 6 mois. Je pense qu'il tuait des gens parce qu'il aimait ça. Il était parfaitement lucide. Ce type était capable de parler des pires choses qu'il avait commises sans aucune émotion. Ses dernières victimes seront sa mère et la meilleure amie de cette dernière. Il est alors âgé de 21 ans. Il m'a dit que quand il tua la meilleure amie de sa mère, il avait eu un orgasme. Condamné à vie et incarcéré en Californie depuis 1973, celui qu'on surnomme l'ogre de Santa Cruz est toujours derrière les barreaux. Gérard John Schaeffer exerce la profession de shérif en Floride lorsqu'il est dénoncé par 2 victimes ayant réussi de justesse à échapper à ses griffes. L'homme utilisait alors son insigne pour susciter la confiance de ses proies. C'est la pire personne que j'ai jamais rencontrée. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Tu ne comprends pas, parce que tu n'es pas un serial killer. » Condamné à vie en 1973 pour le meurtre de 2 jeunes femmes, la justice lui attribue dans un premier temps 32 autres victimes avant d'évoquer une centaine de meurtres. Gérard Schaeffer fut assassiné par un codétenu en 1995. À l'époque, j'ai pensé que si jamais il sortait de prison et que je devais me retrouver un jour face à lui, je n'aurais pas hésité un instant à le tuer. Enfin, Roderick Justin Ferrell est arrêté en 1996 après un double meurtre d'une extrême sauvagerie. Il est alors âgé de 16 ans. Il tua 2 personnes et il les tua sans aucun scrupule. Ça l'a excité, il a eu le sentiment d'être important. Plus jeune condamné à mort de l'État de Floride, sa peine fut commuée en prison à perpétuité au vu de son âge au moment des faits. Il aurait tué d'autres gens. Les plus grands experts en criminologie s'accordent à dire que Roderick Ferrell fut appréhendé au tout début de son parcours de tueur en série. Il est aujourd'hui toujours derrière les barreaux. Est considéré comme tueur en série, un meurtrier qui a commis au moins 3 meurtres dans un intervalle de temps allant de quelques jours à plusieurs années. Psychopathe caractérisé par sa boulimie de meurtre et par le plaisir qu'il tire de ses actes. Ses crimes lui procurent un sentiment de toute puissance qui lui fait penser qu'il ne sera jamais pris. Au début des années 70, la Californie, plus encore que le reste des États-Unis, vit sa grande période de révolution des mœurs et de libération sexuelle. Nous sommes en pleine époque du Flower Power et les jeunes femmes en particulier s'émancipent.
Il est 16h, le 7 mai 1972, lorsque Marianne Pêche et Anita Luchessa font de l'autostop depuis la ville de Berkeley en direction de l'université de Stanford. Une voiture s'arrête, l'homme qui est au volant leur propose de les emmener à destination. Les deux étudiantes montent dans la Ford Galaxy. C'est la dernière fois qu'elles furent aperçues vivantes. Le 14 septembre de la même année, c'est au tour de la jeune Aiko Koo, 15 ans, de disparaître dans les mêmes conditions alors qu'elle se rend en stop à son cours de danse à San Francisco. Près de 4 mois plus tard, le 8 janvier 1973, Cynthia Schall disparaît sur la route de l'université de Santa Cruz. Près d'un mois plus tard, le 5 février, sur cette même route, c'est au tour de Rosalind Thorpe et Alice Liu de disparaître. En l'espace de 5 mois, Edmund Kemper, l'ogre de Santa Cruz, a frappé 6 fois. Stéphane Bourgoin est l'un des plus grands spécialistes mondiaux des tueurs en série. En 30 ans de carrière, il s'est entretenu avec une 60aine de tueurs à travers le monde. Nous sommes le 8 novembre 1991 lorsqu'il rencontre Edmund Kemper dans la salle d'interview de la prison californienne de Vacaville. L'homme qui se présente devant Stéphane Bourgoin est un colosse de 2,15 m et 130 kg. Il est alors âgé de 43 ans et purge ses 8 condamnations pour meurtre depuis maintenant 18 ans. Lorsque je rencontre pour la première fois Ed Kemper, c'est évidemment sa masse physique qui est impressionnante. Et lorsque je suis confronté aussi, même assis à sa masse physique, j'ai presque l'impression qu'il est debout face à moi, alors que nous sommes tous les deux assis et séparés par une petite table qui doit faire à peu près 50 cm de distance. Et c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant. Les crimes ont d'abord eu lieu de mai à septembre. Du dimanche 7 mai au jeudi 14 septembre. Et puis ils ont repris à partir de janvier. Et puis en février. Et ça s'est accéléré. C'est monté en flèche. C'était pas cyclique, mais c'est arrivé de plus en plus souvent. Les 2 premières étudiantes que j'ai tuées sur Ashby Avenue, elles mesuraient moins d'1,60 m. Elles étaient plutôt petites. L'une avait les cheveux bruns, l'autre était blonde. Quand j'ai tué la première fille, j'étais sous le choc. J'étais terrorisé, rien n'allait. J'ai tout fait de travers. Je me suis comporté comme un idiot. Après avoir mis le corps dans le coffre, j'avais les mains pleines de sang et je me suis dit « Oh mon Dieu, je l'ai fait, je peux pas le croire, merde. Maintenant, je dois tuer l'autre. » Notre homme se livre facilement. Il n'a aucune difficulté à exprimer les horreurs qu'il a commises et qui malheureusement ne furent pas les premières. Edmund Emil Kemper III est né en 1948 à Burbank, une ville de la grande banlieue de Los Angeles. 9 ans plus tard, ses parents mettent fin à une relation houleuse et sa mère décide de quitter la Californie pour emménager avec ses 3 enfants dans le Montana. Helena, la capitale de l'État, ressemble à l'époque à une petite bourgade perdue au milieu des montagnes. La famille Kemper emménage alors dans une de ces maisons modestes tout près du lac qui borde la ville. Le petit Ted, qui a 2 sœurs, est le 2e enfant de la famille. Ce qu'il va vivre dans cette maison va très vite s'apparenter à un véritable calvaire. Clarnell, sa mère, impressionnante par sa taille et rude avec son entourage, reporte alors sur l'unique présence masculine du foyer toute la haine qu'elle voue à son ex-mari. Les sœurs d'Edmund, qui le maltraitent elles aussi, auront leur chambre. Ed, lui, devra se contenter d'un lit de fortune dans la cave. Ma mère et mes sœurs montaient dormir à l'étage, où j'allais moi aussi avant. Mais moi, je devais descendre à la cave. Allez expliquer ça à un enfant de 8 ans. C'est incompréhensible. Pourquoi moi, je devais aller à la cave? Je descendais en enfer et elle montait au paradis. La surface de la terre, c'était le salon. Et moi, je devais descendre et affronter des démons, des monstres, des fantômes qui me terrorisaient.
Elle n'y était pas obligée. Il est obligé de dormir dans la cave où il n'y a absolument aucune fenêtre et où il y a une terrifiante chaudière à l'ancienne qui fait beaucoup de bruit et qui a 2 ouvertures. Et pour lui, la nuit, lorsque les flammes jaillissent au travers de ces ouvertures, il a l'impression que c'est les yeux du diable qui le regardent directement. Harold Cartwright est avocat. Commis d'office lors du procès de Kemper, il est alors enquêteur pour la défense. Il se souvenait de cette époque et il me la décrivait en détail. Il m'a dit alors que ça avait été la pire période de sa vie. C'est à cette époque que ses sœurs se moquaient de lui. Elles le rudoyaient sans cesse, elles le brimaient, tout simplement. Et sa mère était une personne brutale. Jamais physiquement, mais selon lui, elle était très brutale avec lui. La mère du jeune Edmund l'humilie sans cesse. C'est aussi à cette époque qu'il développe ses premiers fantasmes morbides et qu'il les met peu à peu en application. À cette époque-là, rappelons qu'il est extrêmement jeune, il n'a que 5-7 ans. Il va commencer à commettre des actes de cruauté envers des animaux domestiques du voisinage. Des chiens et des chats disparaissent et on se rend compte, puisque sa mère découvre les corps momifiés de ces animaux dans le placard de la chambre de Ed Kemper. Les chiens et les chats sont décapités. Les pattes sont coupées. C'est aussi à cette époque qu'intervient un épisode dans l'enfance de Kemper que les spécialistes seront en mesure d'analyser des années plus tard. J'avais un pistolet de policier. Il était tout en métal, un calibre 5,5. Je l'avais eu à New York. J'étais allé là-bas un été avec mes cousins. Et quand je suis revenu, ça a rendu ma sœur jalouse. C'était ma sœur aînée. Elle détestait ce pistolet. J'avais ce jouet, pas elle. Elle aurait aimé l'avoir à ma place. L'après-midi, alors qu'on venait tout juste de rentrer de voyage, elle a commencé à se disputer avec moi pour une broutille. Et puis elle est devenue comme enragée. Elle m'a arraché mon jouet des mains. Je lui ai dit « Ne le jette pas !» Et devant moi, elle l'a jeté par terre de toutes ses forces. Je l'ai ramassé, il était totalement cassé. Elle avait cassé mon pistolet. Il ne fonctionnait plus. Alors je suis allé dans sa chambre et je lui ai pris sa poupée. Une très jolie poupée qu'elle avait, comme toutes les filles ont. Il y avait une paire de ciseaux dans sa chambre. Il y avait aussi une machine à coudre. J'ai pris les ciseaux. J'ai arraché la tête de la poupée et je lui ai coupé les mains avant de lui jeter à la figure. Tu as cassé mon jouet, je t'ai cassé ton jouet. Voilà ce que j'ai fait. Même si cet épisode ne fait pas forcément d'un enfant un futur tueur en série, il n'empêche. C'est un geste lourd de sens que Kemper reproduira sur les corps de la plupart de ses victimes. Jean-Pierre Bouchard est un des plus grands spécialistes français de la question des tueurs en série. Il a étudié des dizaines de cas comme celui d'Edmund Kemper. Alors, le fait que soit arrivé cette chose où il décapite la poupée de sa sœur par vengeance et lui coupe les membres, c'est quelque chose que l'on retrouvait déjà dans la psychologie d'Ed Kemper, où déjà il fantasmait là-dessus. Et à partir du moment où c'est un fantasme qu'il aime bien, c'est quelque chose qu'il va remettre en scène plus tard, qui va rester dans sa tête, qui va développer, qui va compliquer, et hélas, qu'il va agir, qu'il va passer à l'acte avec ça, sur certaines de ses victimes. Alors c'est tout le problème des fantasmes précoces, là aussi, qui se développent, les fantasmes étant quelque chose d'imaginaire, qui quelquefois peut prendre une coloration sexuelle et qui va être recherché pour exciter mentalement ou sexuellement la personne en question, donc il va les développer et peut être le mobile de passage à l'acte important sur de futures victimes. Par la suite, il ne se passera pas de jour sans que le jeune Kemper ne développe des jeux morbides avec ses sœurs. Ed Kemper,
lorsqu'il a à peu près une dizaine d'années, joue avec ses deux sœurs à des jeux totalement morbides, notamment un jeu de la chaise électrique et de la chambre à gaz. Et Ed Kemper va attacher ses deux sœurs sur un lourd fauteuil, les ligoter pour faire croire qu'elles vont être exécutées sur la chaise électrique. Frédéric Balland est psychologue et a longuement collaboré avec la police judiciaire parisienne sur des cas de tueurs en série. Ils ont joué à la mort, ils ont joué à certains jeux de destruction de l'autre. Ce qui est venu très tôt en fait dans sa vie, certainement sur un mode défensif. Détruire l'autre, c'est pouvoir exister. Sinon, comment exister par rapport à une mère qui le maltraite, qui fait de lui quelqu'un dont l'existence est détestable, dont on veut nier l'existence en le faisant dormir dans la cave. Les mois et les années passent à Helena, et dans la maison familiale, le petit Edmund rêve à ce père absent dont les souvenirs trop lointains le hantent. De son côté, et malgré son aversion pour les hommes, Clarnell, sa mère, se remarie. Et le tout nouveau beau-père d'Edmund l'emmène régulièrement pêcher près du barrage qui surplombe le lac d'Helena. Pour la première fois de son existence, Kemper ressent une pulsion de mort, l'envie irrésistible de tuer cet homme qui n'est pas son père. Edmund ne passera pas à l'acte cette fois-ci, pas plus qu'il ne le fera sur sa propre mère qui continue de l'humilier et qu'il déteste de plus en plus. Je pense que le meilleur côté de mon caractère, ça a été de résister à cette sorte de pression que ma mère m'a imposée quand elle faisait tout pour que je devienne ce qu'elle appelait un bon enfant. Je serais devenu fou si j'avais été l'enfant qu'elle souhaitait. Je ne suis donc pas devenu cet enfant-là. D'une certaine façon, comment dire, j'ai résisté à ma mère. Kemper, qui ne peut donc plus supporter sa mère, décide alors de partir. Direction la Californie. Il a alors un seul but en tête, rejoindre son père. Mais le jeune Kemper va subir une déconvenue supplémentaire. Je ne suis allé là-bas qu'une seule fois, mais j'ai dû partir. On était allé là-bas pour Noël chez mon père à Los Angeles, mais après, il a fallu que je parte. J'avais de grosses frictions avec mon demi-frère et ma belle-mère. On a eu des problèmes. Je ne les intéressais pas, ils ne m'aimaient pas, ils s'étaient construit une nouvelle vie et moi, j'étais désespéré parce que je n'avais jamais eu la présence d'un homme à mes côtés. Je voulais que mon père m'aime, je voulais qu'il me le prouve, je voulais sa reconnaissance. Mais après, ça a très mal tourné. On s'est beaucoup disputé et il n'a pas voulu me prendre avec lui. Il a décidé de se débarrasser de moi. J'appartenais à son ancienne famille. Je n'étais plus rien. Le jeune Ed est rejeté de toutes parts. Ses parents décident de le confier à ses grands-parents maternels établis dans la lointaine campagne californienne, aux abords du parc de Yosemite. Kemper et son père ont fait le trajet en voiture pour rejoindre le village de North Fork. C'est dans cette maison qu'Edmund Kemper va être hébergé quelques mois et c'est ici qu'il va commettre pour la première fois l'irréparable. À l'époque des faits, Richard Verbrugge est inspecteur de police spécialisé dans les affaires criminelles. Il sera l'un de ceux qui, des années plus tard, arrêteront Kemper. Sa grand-mère était une femme très très dure. Elle le rendait furieux parce qu'elle faisait des choses qu'il aurait voulu faire. En revanche, il estimait que ce qu'elle lui donnait à faire, c'était des occupations de bonne femme. Elle ne me laissait jamais rien faire seule, elle ne me laissait jamais prendre des initiatives. J'ai développé un fantasme quand je pensais à elle, une envie de la tuer. Mon fantasme de décapitation a commencé à ce moment-là. C'est là qu'il s'est mis en place. Un jour, il tua sa grand-mère. Et quand son grand-père fut de retour, il savait que cela allait mal tourner. Du coup, il tua son grand-père. Après avoir tué ses grands-parents, Ed Kemper appelle alors sa mère pour la prévenir de ce qu'il vient de faire. Étant encore mineur, il n'a pas 15 ans, Kemper n'ira pas en prison. Il est interné à l'hôpital psychiatrique d'Atascadero en Californie le 6 décembre 1964. Il va y rester un peu plus de 5 ans.
À l'époque, ni les médecins, ni les autorités ne détectent la marque d'un tueur qui récidivera un jour ou l'autre. À cette époque-là, les tueurs en série n'étaient pas connus. On avait très peu étudié ce genre de phénomène. On ne savait pas comment il fonctionnait exactement. C'était les débuts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de tueurs en série auparavant. Ça veut dire juste qu'on ne les avait pas étudiés, qu'on ne les avait pas forcément interpellés. La personnalité de Kemper sera évaluée et les psychiatres se tromperont de diagnostic, le déclarant schizophrène paranoïde. S'il a été diagnostiqué comme schizophrène paranoïde, ça veut tout simplement dire qu'il aurait été psychotique, il aurait été délirant, il aurait été halluciné, ce qui n'est pas le cas d'Ed Kemper. Il est absolument pas délirant, il est absolument pas psychotique, il n'est pas halluciné, il n'est pas schizophrène paranoïde. Donc c'est une erreur de diagnostic très importante, étonnante même, tellement elle est énorme. Et Ed Kemper, on le voit bien, n'est pas quelqu'un qui délire. Au contraire, c'est quelqu'un de très organisé, d'intelligent, mais qui a des mobiles très particuliers qui ont pris racine dans son passé familial, lui aussi très particulier. Le psychopathe a un goût prononcé pour les conduites antisociales sans éprouver de culpabilité. Personnalité instable et amorale, impulsive et intolérante à la frustration. Le psychopathe n'éprouve aucune empathie pour les autres. De l'autre côté des États-Unis, à Eustis, en Floride, une ville située au nord d'Orlando. Nous sommes le 25 novembre 1996. Il est 23h45 quand, alerté par un appel téléphonique, cet homme se rend sur les lieux d'un double homicide perpétré dans une maison située à quelques kilomètres de la ville. Jeff Taylor était à l'époque shérif adjoint. Sur le canal de communication du bureau du shérif, le canal 911, on nous annonça un appel d'urgence. Une fille avait retrouvé ses deux parents morts dans leur résidence. Lorsqu'il pénètre dans la maison, Jeff Taylor découvre les cadavres de Richard Wendorf, 49 ans, et de son épouse, Ruth, 53 ans. Il constate que les deux victimes ont été massacrées avec une extrême violence. Leurs visages sont défigurés. 3 jours plus tard, le 28 novembre, le jour de Thanksgiving, un jeune homme de 16 ans, Roderick Justin Ferrell, est arrêté à Bâton Rouge, en Louisiane. Il est interrogé le lendemain par la police. Voici le sergent Longo du bureau du shérif de Lake County en Floride. Et moi je suis chargé de l'enquête de police. Votre nom complet est Roderick Justin Ferrell? C'est ça. Le jeune Roderick Ferrell raconte alors avec une nonchalance déconcertante le double meurtre qu'il vient de commettre 3 jours plus tôt. J'étais avec mon pied de biche dans les mains. S'il venait vers moi, j'étais prêt à frapper de toutes mes forces. Bon, voilà ce qui s'est passé. Il s'est retourné, il a commencé à se relever du sofa, mais je l'ai vu et après, je n'ai plus arrêté de frapper. Il continuait de respirer, et je frappais, et je prenais un plaisir fou à le frapper. Il était assis ou allongé à ce moment-là? Non, il est retombé, il avait perdu connaissance. Il est retombé dans le divan? Oui, parce que quand il a commencé à se retourner, j'ai frappé. Là, j'ai frappé en pleine figure, sur la tempe. Et j'ai frappé jusqu'à ce qu'il refroidisse. Jusqu'à ce que cet enfoiré crève. J'ai frappé jusqu'à ce qu'il meure. Et là... Avez-vous fait autre chose avec le pied de biche? Je l'ai planté une dernière fois dans le thorax parce qu'il ne s'arrêtait toujours pas de respirer. Son cœur battait toujours? J'ai planté le pied de biche comme ça. Pour le tuer définitivement. La tête de M. Wendorf ressemblait à un hamburger saignant. Son visage et son cerveau étaient totalement broyés. Richard Wendorf est allongé dans un canapé du salon lorsque Ferrell lui assène 40 coups de pied de biche au visage. Il va ensuite dans la cuisine et tombe sur son épouse, qui, comprenant qu'elle est agressée, lui envoie sa tasse de café à la figure avant de se jeter sur lui de toutes ses forces.
Elle était dans la cuisine et elle m'a jeté sa tasse de café au visage. J'en avais partout. Après, elle s'est jetée sur moi et a commencé à me griffer. Du coup, j'ai commencé par la frapper avec le manche du pied de biche, derrière la tête. Elle a essayé de fuir? Non, elle est venue contre moi, elle m'a planté ses ongles dans la peau. J'ai frappé jusqu'à ce qu'elle arrête. Où avez-vous commencé à frapper? Derrière la tête ou au visage? Juste là? Ok. Et puis je l'ai frappé une fois juste là, au sommet du crâne. Et puis de nouveau à l'arrière du crâne. C'est le gros trou que vous avez vu sur les photos. Quoi qu'il en soit, elle s'est permise de me salir en me balançant son café. Je l'ai frappée, je l'ai jetée par terre. Et j'ai continué de la frapper jusqu'à ce qu'elle arrête de respirer. Joël Vaillant est colonel de gendarmerie. Sa carrière d'enquêteur l'a amené à se former auprès des spécialistes du FBI. Il a travaillé sur plusieurs cas de tueurs en série français. Dans le cas de Ferrel, ce que l'on constate, effectivement, c'est la froideur, la distance, l'absence de remords. C'est un récit clinique, sans aucune, empathie ou passion pour la victime. François Caroli est psychiatre des hôpitaux et officie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Il est capable d'être totalement détaché de l'acte. Ça veut dire qu'il s'est détaché de l'aspect humain de ses victimes. Il les a déshumanisées, il les a chosifiées. Et à ce moment-là, on ne voit pas pourquoi il aurait une émotion particulière. La seule chose qui lui donne de l'émotion, c'est éventuellement le plaisir de se souvenir, ou le plaisir d'avoir envie de recommencer, ou le plaisir de manipuler l'autre, ou le plaisir de devenir une vedette, ou de devenir célèbre, et le plaisir de montrer sa toute-puissance. Donc, on comprend que ça soit totalement désaffecté. Le 27 février 1998, celui que la presse surnommera le vampire de Styx est condamné à la chaise électrique. Mais après 3 ans passés dans le couloir de la mort, sa peine est commuée en prison à perpétuité au vu de son âge au moment des faits. Roderick Ferrel est enfermé à la prison de Stark lorsque Stéphane Bourgoin le rencontre le 7 mars 2008. Depuis qu'il est en prison, c'est la première fois que Ferrel accepte de parler à un spécialiste des tueurs en série. Il se tient sur ses gardes. Lorsque je rencontre Rod Ferrel dans la prison de Stark, la première chose qui me frappe, c'est qu'il entre dans la pièce furtivement. Il se glisse comme ça, comme si il était une ombre. Il ne me regarde même pas dans les yeux, il ne regarde personne dans les yeux. Et pendant tout l'entretien, il est comme figé. Vous avez quelqu'un qui est fixe, je dirais, qui ne bouge pas. On voit tout de suite qu'il est dans la maîtrise de son corps. Ça veut dire de sa pensée, donc de ses actes, de ce qu'il va vous dire. Il veut rester maître. Et ça, c'est également une caractéristique des tueurs en série, c'est-à-dire d'essayer toujours de rester maître d'eux, parce que ce sont des manipulateurs nés. Comme pour Edmund Kemper, et comme pour la plupart des serial killers, c'est dans l'enfance de Ferrel que réside sans aucun doute ce qui constituera plus tard sa personnalité de tueur, l'origine de sa déviance. Sa mère, Sondra Gibson, a 17 ans lorsqu'il vient au monde. Elle est immature et instable. Son père, lui, disparaît dans la nature 3 semaines après sa naissance. Son père, Rick, est parti quand il avait 3 semaines. On s'est séparés à ce moment-là. Il a eu très peu de contact avec Rick par la suite. Il est venu le voir 2 ou 3 fois. Et c'est tout. 2 ou 3 fois pendant toute sa vie. Le jeune Rod est donc élevé par des grands-parents à la fois très religieux et eux-mêmes totalement déviants. Vos grands-parents étaient très stricts, très religieux. Oui, très. Ils étaient pentecôtistes. Et vous avez parlé aussi de messes noires qui se sont passées. Pouvez-vous nous parler de ces messes? De quel groupe elles dépendaient? Qu'est-ce qu'on y faisait? Quels sont vos souvenirs de cela?
Les messes noires se pratiquent de la manière suivante. Il y a deux sortes de messes noires. La première appartient à l'église sataniste et l'autre est moins organisée. Elle n'est pas rattachée à un groupe, elle n'a pas de nom particulier. Mais la pratique des deux est complètement différente. À mon avis, pour l'une, c'est comme s'il s'agissait de rituels chrétiens modernes. Il n'y a pas de sacrifice, cela relève plus du dogme que de la croyance. L'autre messe noire est plus puritaine. On croit aux anciennes traditions, aux sacrifices, aux rituels du sang, des choses comme ça. Avez-vous participé à ces rituels? J'ai participé à deux d'entre eux. J'ai participé au rituel du gardien, c'est comme ça qu'on dit. Ils prennent un jeune enfant, garçon ou fille, ils l'initient par différents rituels ou par des chants, des mantras, des choses comme ça. Parfois par des sacrifices de sang qui représentent la conception, le sang de Dieu, etc. Ils les élèvent comme ça et créent chez eux une identité avec le groupe. Et ils deviennent les gardiens du groupe. Et j'ai participé à deux de ces rituels. Quel âge aviez-vous à l'époque? Je devais avoir environ 6 ans. Candace Hawthorne est avocate. Elle fut commise d'office pour défendre Ferrell lors de son procès. Il y avait bien un culte au Kentucky, culte auquel Rod a été initié. On a enquêté à l'époque du procès. Oui, il y a bien eu des sacrifices d'animaux, des sacrifices auxquels Rod a participé. En marge de ces rituels occultes auxquels il est initié, le jeune Ferrell va dans le même temps être littéralement confronté à l'horreur. Il est violé à 2 reprises par un des membres de la secte. C'est sans doute à cause du drame et de l'émotion que j'ai vécu autour de tout cela, mais je ne me souviens plus très bien de cette histoire. J'étais âgé de 5 ou 6 ans quand c'est arrivé. Nous sommes allés à la pêche, je crois. Je ne suis pas sûr. Et si je me souviens bien, c'est l'ami de mon grand-père qui m'a violé. Mais je le répète, j'ai vraiment du mal à me souvenir aujourd'hui de tout cela. Au procès, ce n'est pas un ami, mais bien le nom de son propre grand-père qui est mentionné. Quoi qu'il en soit, ce drame viendra s'ajouter aux antécédents déjà lourds du jeune Ferrell. Dans le cas de Ferrell, il est évident que le fait d'avoir vu et participé à des messes noires, d'avoir été violé, d'avoir eu cette famille pour le moins très particulière, très irrationnelle, croyant des choses qui pour nous sont tout à fait aberrantes et morbides évidemment, va avoir une influence sur lui. Et le viol, évidemment, c'est toujours quelque chose qui est très très marquant, et notamment à cet âge-là, parce que c'est la perte de confiance dans le monde adulte, c'est aussi un risque de traumatisme important et un goût de vengeance. Au procès Ferrell, toute la jeunesse du tueur est passée au crible. Les jurés apprennent alors qu'après l'avoir initié à des messes noires, sa famille l'enrôle alors qu'il a une dizaine d'années dans des rituels voués au vampirisme, mélangeant croyances et jeux de rôle. C'est dans ce contexte que la personnalité du jeune Ferrell va se constituer avant qu'il ne bascule définitivement quelques années plus tard. On ne naît pas tueur en série, on le devient. Et qu'il y a donc un cheminement dans la maturation du fantasme qui va durer 15-20 ans. Et il y a un certain nombre de constantes dans, j'allais dire, l'enfance. On constate que 30% de ces tueurs en série ont souffert de sévices physiques, 70% de sévices psychologiques et 40% de sévices sexuels. L'adolescence du jeune Ferrell se déroule entre le Kentucky, d'où il est originaire, et Eustis, en Floride. C'est la période où il bascule. Le vampirisme devient pour lui un moyen de dominer ses copains de lycée qui l'endoctrinent pour mieux les manipuler. Il va alors développer toutes sortes de techniques pour dominer son entourage. Shane Matthew assure à l'époque la sécurité au lycée d'Eustis.
Il a eu affaire de nombreuses fois avec Ferrell. À l'époque où j'ai connu Ferrell ici, c'était un jeune homme très manipulateur. Il avait imposé des règles très strictes à ses copains. Il leur téléphonait chaque jour, à de nombreuses reprises, et il leur envoyait également des lettres. C'est comme cela qu'il les manipulait. Il leur interdisait d'avoir des amis autres que lui, ou alors certains qui étaient déjà à sa botte et qu'il leur imposait comme amis. En fait, il n'avait pas le droit de s'intéresser à autre chose qu'à sa propre personne. C'était sa manière de les manipuler. Comment faisiez-vous pour avoir une telle influence sur votre groupe ? En fait, j'utilisais principalement des moyens psychologiques. J'étais souvent allé à la librairie de l'université et j'avais étudié la psychologie. J'avais également lu des livres qui m'ont permis de me renseigner sur la façon de penser des humains. J'utilisais différentes techniques qu'on peut considérer comme des techniques de lavage de cerveau ou d'altération du processus mental. Je jouais aussi sur les mantras ou encore sur le dérèglement des sens, des choses comme ça. Et vraiment, j'essayais de pénétrer leur mental, leur esprit, de sorte qu'il n'y avait plus que moi qui existais pour eux. C'est dans le cimetière, situé à 2 pas du lycée, que Ferrell initie son entourage au cours de cérémonies où il leur fait échanger leur sang. C'est aussi à cette époque que Ferrell a un premier accroc avec la police alors qu'il commence à torturer des animaux qu'il achève avec une violence inouïe. Plus rien ne peut désormais arrêter Ferrell dans sa quête de domination et de violence, jusqu'au jour où il décide de massacrer les époux Wendorf. Un double homicide qu'il avoue sans aucune pression lors des 2 interrogatoires effectués après son arrestation, mais qu'il nie 12 ans après devant Stéphane Bourgoin. Je n'ai vraiment aucun souvenir d'avoir eu une quelconque envie de tuer qui que ce soit à ce moment-là. Je voulais juste voler leur véhicule. Et pour être tout à fait franc, je ne me souviens plus des détails. Il s'est écoulé tellement de temps depuis ce moment-là. Et puis à l'époque, je me droguais tellement. Lors de son procès, il a été prouvé que Roderick Ferrell n'était sous l'emprise d'aucune drogue au moment du meurtre. Ferrell a par ailleurs été déclaré psychopathe par les médecins qui l'ont examiné et reconnu totalement responsable de ses actes. Le fait d'avoir été évalué pour Ferrell comme psychopathe ou antisocial, hein, c'est la même chose. Ça veut dire que les psys l'ont trouvé très certainement très égocentrique, avec des conduites marginales, intolérant à la frustration, c'est-à-dire dès qu'il y a des limites ou des choses qui ne lui plaisent pas, il peut répondre par des réponses agressives, par le fait qu'il puisse commettre des actes de délinquance ou en tout cas des infractions, par le fait qu'il soit relativement amoral, qu'il ne partage pas les valeurs communes à tout le monde. Donc c'est en gros ce que ça veut dire, avec sûrement un égocentrisme très très important. Mais ça veut aussi dire qu'il n'est pas malade mental, car c'est un trouble de la personnalité, mais pas une maladie mentale comme les psychoses et la schizophrénie paranoïde par exemple. Et surtout ce que ça veut dire sur le plan pénal, c'est une traduction précise, c'est que les antisociaux ou psychopathes doivent être considérés, y compris aux USA, comme pénalement responsables de leurs actes. Comme Edmund Kemper, 32 ans plus tôt, lorsqu'il tue ses grands-parents, Roderick Ferrell est encore mineur lorsqu'il passe à l'acte pour la première fois et massacre les époux Wendorf. Mais à la différence de Kemper, la psychopathie de Ferrell est, elle, immédiatement détectée. D'après tous ceux qui l'ont approché ou qui ont analysé son cas en profondeur, Roderick Ferrell est donc bien un tueur en série en puissance, stoppé au tout début de son parcours criminel. Le mode opératoire désigne tout ce que va faire un tueur en série pour réaliser son crime. La signature désigne les éléments repérables de la psychologie du tueur laissés sur la scène de crime. Hôpital psychiatrique d'Atascadero, Californie, 1969. Cela fait plus de 5 ans maintenant qu'Edmund Kemper y est enfermé.
Celui qui a assassiné ses grands-parents à l'âge de 15 ans est maintenant âgé de 21 ans. Aucun incident n'a émaillé son séjour. Ed paraît tout à fait assagi. Le 30 juin 1969, les autorités décident de mettre Kemper en liberté surveillée. Mais les psychiatres ont détecté un vrai problème relationnel entre Edmund et sa mère. Les psychiatres de l'hôpital ont recommandé que les contacts avec sa mère soient limités. Ils n'ont pas préconisé qu'il n'y ait aucun contact, ils ont préconisé des contacts limités. Ils avaient détecté dans ses antécédents de vrais problèmes avec sa mère. 3 mois plus tard, la California News Authority, qui gère son cas, prend une décision qui va à l'encontre des psychiatres qui l'ont suivi. Elle le place chez sa mère, qui est revenue s'installer à Santa Cruz, en Californie, où elle travaille à l'université. L'erreur sera fatale. À cette époque, Kemper cumule les petits boulots. Dans le même temps, il commence à fréquenter un bar de Santa Cruz. C'est le repère des policiers de la ville qui viennent s'y détendre le soir autour d'un verre. À l'époque, Jim Conner est un de ceux-là. Il est alors un de ces policiers qui patrouillent en ville au volant de leur voiture pour assurer la sécurité des habitants. Beaucoup d'officiers de police et d'adjoints connaissaient Ed à cette époque. Et lui savait qu'on venait ici prendre une bière après le travail. Il se joignait à nous de temps en temps. Kemper est donc devenu un intime des policiers de la ville. C'est à ce moment-là qu'il va rôder son mode opératoire avant de basculer irrésistiblement dans l'horreur. Sa cible, les étudiantes qui font de l'autostop. Pourquoi ? Parce que ma mère travaillait à l'université. Ma mère et ces jeunes femmes de la middle class étaient à l'université et moi, j'étais comme mon père. Je n'étais pas à la hauteur de ces jeunes femmes. Elles étaient trop bien pour moi. Je me sentais rejeté. Elles représentaient tout ce que je voulais détruire. Comme tous les tueurs en série, Kemper va d'abord imaginer et rôder son mode opératoire. Pendant 3 ans, il va le mettre au point et prendre près de 300 autostoppeuses à bord de sa voiture entre Santa Cruz et San Francisco. J'avais mis au point un jeu. Je roulais et je prenais des gens qui faisaient de l'autostop. J'ai constaté que certaines personnes ne voulaient pas monter dans ma voiture parce que un jeune homme seul au volant, c'est pas très rassurant. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi ? Et j'ai voulu voir si je pouvais changer ça. Faire monter les personnes qui ne voulaient pas et les emmener où elles voulaient. Parce que je savais que je ne leur ferais rien. Alors j'ai réfléchi. En fait, tout dépend de l'image que vous donnez. Si vous êtes surexcité, oh génial, des autostoppeuses là-bas, dans ce cas-là, évidemment, personne ne montera dans votre voiture. En revanche, si vous regardez votre montre avec un air pressé, je n'ai pas de temps à perdre, vous regardez dans votre rétroviseur, vous vous arrêtez, ce type est un businessman, aucun risque, on peut monter. J'ai donc joué à ce petit jeu et elles sont montées dans ma voiture. Mais à ce moment-là, j'imaginais pas du tout tuer des gens. C'est plus tard, quand j'ai commencé à tuer des gens, que je me suis servi de cette technique. Un jour de mai 1972, le 7 mai précisément, Kemper passe à l'acte. Ce jour-là, 2 étudiantes de 18 ans, Marianne Pêche et Anita Luchessa, font du stop sur la route qui va de Berkeley à l'université de Stanford. Kemper va déployer tous ses talents pour les faire monter dans sa voiture. Pêche ne voulait pas monter. L'autre fille, Anita Luchessa, elle, n'avait aucune expérience de l'autostop. Qui monte à l'avant, qui monte à l'arrière. Elle a ouvert la porte et m'a demandé si j'étais OK. Elle m'a dit Stanford. J'ai répondu, je vais à Palo Alto, je peux vous déposer. Super! Elle a ouvert la porte, elle a rabattu le siège avant pour que son amie monte à l'arrière, mais l'autre se méfiait, elle ne cessait de me fixer avec un air très sérieux. Elle savait qu'elle ne voulait pas monter. Tout était réuni. Un homme seul, dans une voiture coupée, et non pas une 4 portes, sans autre moyen pour sortir que de passer par la portière avant. Elle n'aurait pas dû monter dans cette situation. Toutes les mauvaises conditions étaient réunies. Mais comme j'ai regardé ma montre quand je suis arrivé, ai-je vraiment le temps de les emmener? Elle a fini par se dire, ce type n'est vraiment pas dangereux. Et elle est montée. Mickey Alufi est l'un des policiers enquêteurs de Santa Cruz qui plus tard arrêteront Kemper.
Quand il prenait des autostoppeuses, elles montaient par la portière passager et il leur disait « Je pense que la portière est mal fermée ». Il rouvrait la portière et la claquait de nouveau. Mais le type de voiture qu'il avait possédait un système de verrouillage sous la poignée. Et quand il fermait la porte, il bloquait le loquet et personne ne pouvait alors plus sortir par cette portière. Elle ne pouvait plus actionner la poignée. Et quand c'était fait, il me disait « Maintenant, elles m'appartiennent ». Kemper tuera les 2 étudiantes à coups de couteau avant de les décapiter et de se débarrasser des corps qu'il enterre dans les collines qui surplombent Santa Cruz, non sans avoir violé les corps auparavant. Oui, il se peut qu'avec ce type d'explication où il agresse des jeunes femmes qu'il a pris en stop parce qu'elles représentent la middle class américaine, les étudiantes plutôt bien des USA, venant du campus, au travail de sa mère, il se peut que c'est une représentation de vengeance maternelle importante. Mais je crois que derrière ça, il y a autre chose aussi. Ed Kemper, depuis longtemps déjà, a nourri, a fantasmé sur l'idée d'agresser des jeunes femmes, parce qu'il était un peu un échec sentimental, un échec relationnel par rapport aux femmes en général. Là aussi, se sentait en quelque sorte rejeté, et il a développé cette idée donc de les forcer, de les agresser et de les tuer, et ça a pris une valeur mentale, morale et érotique importante pour lui. Et je crois qu'il y a aussi cette dimension-là qui est très importante et qui l'a poussé à récidiver. Et le fait qu'il se soit habitué à prendre des gens en stop, qu'il ait en quelque sorte rodé une technique, rodé en mode opératoire, qu'il a banalisé avec des conduites très sophistiquées où pour les mettre en confiance, il ne s'arrêtait pas tout de suite, il regardait sa montre pour leur faire croire qu'il était pressé, mais que finalement il voulait bien les prendre. Et donc, tout ça montre que derrière, il y a aussi cette dimension de recherche de victimes, d'appât et de recherche de comportements sexuels extrêmes et sadiques, en plus de l'élément de vengeance par rapport à sa mère. Entre mai 72 et février 73, Kemper va rouler et rouler encore entre les villes de Santa Cruz et San Francisco. Il tuera 4 autres étudiantes selon le même mode opératoire. Il les prend toutes en autostop, les décapite une fois assassinées et viole les corps. Puis, il les démembre et les disperse dans la nature afin de déjouer la police. Kemper, il a, dans sa méthode, réfléchi à retarder les moyens d'identification et d'affiner sa méthode par le démembrement, la tête, les bras, les mains, voire les dents, et voire même, lorsqu'il a utilisé une arme à feu, d'aller extraire de la tête de ses victimes la balle pour éviter d'être identifié et de faciliter le travail des enquêteurs dans les rapprochements. À cette même époque, et alors qu'il commet ses crimes à répétition, Kemper, qui est toujours en liberté surveillée, doit passer des tests psychologiques de probation. Il les franchit sans aucune difficulté. Son casier judiciaire est effacé le 29 novembre 1972. Dans le même temps, il continue de fréquenter le jury room et ses amis policiers, ce qui lui permet de savoir où en est l'enquête. En l'espace de 6 mois, Kemper a tué 6 autostoppeuses. Son mode opératoire est très bien rodé et rien ne semble pouvoir désormais l'arrêter. Pourtant, un mois plus tard, il met un terme à cette série de meurtres, décidant d'épargner les 2 nouvelles jeunes filles qu'il prend à bord de sa voiture. À la fin, quand j'ai pris ces 2 autostoppeuses, elles ressemblaient aux 2 premières, Marianne Pêche et Anita Luchessa, qui travaillaient à l'époque au Mills College. Et voilà ces 2 nouvelles filles de plus qui montent dans ma voiture. Nous avons remonté la 14e et nous sommes arrivés à la hauteur d'un grand échangeur routier avec la 580. Elles voulaient passer sous l'autoroute, faire demi-tour et reprendre l'autoroute dans cette direction-là. Et en prenant cette direction, je savais ce qui était arrivé quelques mois plus tôt sur la route de Pamela. J'avais tué Anita Luchessa et Marianne Pêche. Le Mills College est dans cette direction en centre-ville. Elles n'étaient pas d'accord. Elles voulaient aller dans cette direction-là.
Je me suis dit, ne prends pas cette direction, et je ne peux pas leur dire pourquoi. Vous ne devriez pas prendre ce chemin, le Mills College est par là. Non, nous savons où c'est par là que nous voulons aller. À ce moment-là, en approchant de l'embranchement, je leur dis non, nous devons nous mettre à droite, prendre l'autoroute et la direction du centre-ville. Et vous voulez prendre à gauche et vous approcher ainsi de votre propre mort. Parce que même si je prenais une autre route que celle de Pamela, au-dessus de la 580, même si je faisais demi-tour pour reprendre l'autoroute, il y avait un endroit là-bas, un cul-de-sac, une rue très calme qu'on pouvait rejoindre très vite, et là, elles étaient mortes. Il était urgent de ne pas y aller. Et si j'avais pris ce chemin, cela ne m'aurait pas encouragé à arrêter. Il n'aurait plus été question que je me teste. Mes armes étaient dans ma voiture quand elles sont montées. C'était exactement la même situation qu'avec les deux premières. J'étais terrifié à l'idée de les tuer. À ce moment-là, j'avais tué les autres étudiantes. C'était 2 mois après les 2 dernières. Et je voulais savoir si je pouvais résister, comme on arrête de boire ou de fumer. Elles étaient pétrifiées. Oh mon Dieu, nous n'aurions pas dû monter dans la voiture de ce type. Je leur ai répondu, restez calme, tout va bien, si je me trompe, je vous le promets, on fera demi-tour et on prendra alors la route que vous vouliez emprunter. Et je savais qu'après la prochaine sortie, on accédait directement au centre-ville. Croyez-moi, s'il vous plaît. Elles étaient transies, elles ne pouvaient plus bouger ni parler, leur visage était pétrifié. Je me suis dit, merde. Mes armes étaient sous mon siège, vous savez. J'ai rejoint l'autoroute et 2 sorties plus tard, j'étais au Mills College. Mais elles n'étaient pas plus rassurées. Elles refusaient de prendre un chemin qu'elles ne connaissaient pas. Ça les terrorisait. Mais elles ne savaient pas que si j'avais accepté de prendre leur route, j'aurais probablement dit OK et j'aurais tué une fois de plus. J'aurais supprimé 2 vies supplémentaires. Je ne connaissais pas ces 2 jeunes femmes, je ne sais pas où elles en sont aujourd'hui. Elles ne se souviennent probablement pas de cet incident. Je les ai emmenées jusqu'au Mills College, à l'intérieur du Mills College, jusqu'à l'entrée du collège, exactement au pied de l'immeuble. Et elles sont sorties de la voiture et elles se sont engouffrées dans le bâtiment sans se retourner. Et elles ont dû refaire de l'autostop. Mais vous savez quoi? Je pense qu'elles ne se sont jamais doutées jusqu'à aujourd'hui de ce qui aurait pu leur arriver. Kemper a donc rompu son rituel. Tuer des autostoppeuses ne lui suffit plus. Il met cette fois un nom et un visage sur son besoin viscéral de meurtre. Depuis ce dimanche-là jusqu'au samedi d'après, pendant toute la semaine, je n'ai cessé de me répéter « Ma mère va mourir, je vais la tuer ». Le vendredi suivant, je suis rentré à Santa Cruz dans l'après-midi. J'ai bu jusque tard dans la soirée. Je me suis endormi jusqu'à ce que ma mère arrive et nous avons échangé nos derniers mots, sans nous disputer. Je suis allé la voir dans sa chambre pour parler avec elle. Je ne suis pas en train de me donner des excuses pour le meurtre. Je dis juste qu'il suffisait qu'elle me dise quelque chose, qu'elle me dise les bons mots pour arrêter toute cette merde. Le petit enfant que j'étais a ressurgi dans ma tête. Il fallait juste qu'elle me dise quelque chose et je stoppais tout. Je me souviens qu'elle lisait un livre, qu'elle l'a reposé et qu'elle m'a dit « Oh mon Dieu, tu ne vas pas rester toute la nuit à me parler ». D'habitude, dans les mêmes circonstances que cette nuit-là, j'aurais répondu « Non » et je serais parti. Elle aurait su qu'elle m'avait vexé et le lendemain, nous nous serions reparlé. Mais là, je savais que nous n'allions pas reparler. Je suis reparti dans ma chambre, je savais que je n'allais pas dormir, je me suis allongé 3 ou 4 heures. Il devait être environ 5 heures du matin quand je suis revenu avec un marteau. Je lui ai défoncé le crâne et je lui ai coupé la tête. Alors ce que fait Kemper sur sa mère, c'est évidemment tout à fait extrême. C'est un matricide, mais pas un matricide comme on le voit couramment, où en général les gens, quand ils tuent leurs parents, les tuent de façon plus normale, je dirais, où il n'y a jamais cette connotation sexuelle, il y a rarement des altérations sur le corps des victimes, et il n'y a surtout pas de décapitation. Donc on sent chez Ed Kemper le cumul et l'énorme expérience qu'il a avant ce matricide, de l'agression, de ses fantasmes sadiques avec démembrement, décapitation, de la haine extrêmement ancienne, remontant à ses plus jeunes années, contre sa mère, et du désir d'élimination totale de sa mère,
avec cette conduite tout à fait étonnante et peut-être unique de viol du cadavre de sa mère démembré, donc après avoir lui donné la mort. Donc on sent bien qu'il y a le cumul de ce désir de vengeance extrême sur la mère, mais aussi tout ce passé d'érotisme sadique qui est là, et ce désir d'agression érotique aussi du cadavre de sa mère pour mieux l'anéantir en quelque sorte. Après avoir tué sa mère, Kemper assassine la meilleure amie de cette dernière qui travaille comme elle à l'université de Santa Cruz. Puis il décide de quitter la ville. Pervers pathologique, personne au tempérament froid et calculateur. Les autres ne sont pour lui que des objets qu'il manipule pour les dominer et arriver à ses fins. Cet homme, pour moi, est l'incarnation du mal. Il vous regardait droit dans les yeux et vous saviez qu'il voulait vous tuer. Quand il souriait, on pouvait voir la mort sur son visage. C'était un tel mélange, une telle mixture de tous les types de déviance. Il était cruel et inhumain. C'était un personnage froid et calculateur. Dès l'instant où je me suis trouvé face à Gérard Schaeffer, qui est d'apparence charmante, souriante, qui se prétend totalement innocent, victime de manipulation, j'ai eu l'impression véritablement d'une aura maléfique et d'une chair de poule immédiate face à Gérard Schaeffer. Mon dos était complètement bloqué et j'ai eu l'impression littéralement d'un viol psychique. De quoi vous accuse-t-on ? On m'accuse d'avoir tué 34 femmes. Mais personne n'a été capable de retrouver les 34 noms. Ni la justice, ni personne. C'est une accusation fausse. Vous avez été reconnu coupable de quoi ? J'ai été reconnu coupable d'en avoir tué 2, à Fort Pierce. Alors que personne ne m'a jamais vu sur les lieux du crime. Aucun lien n'a été établi entre moi et les victimes, sauf la mère de l'une des 2 qui a témoigné. Stéphane Bourgoin dit qu'il a ressenti quelqu'un de maléfique parce que justement, face à lui, on n'existe pas. L'autre n'existe pas. L'autre est nié dans son individualité et dans son humanité. On a là un cas de perversion comme on en voit quand même assez rarement, Dieu merci. Gérard Schaeffer est condamné à la prison à vie en 1973 pour le meurtre de 2 jeunes femmes. Par la suite, la police lui attribuera au total 34 victimes, mais elle estime qu'il pourrait en avoir tué entre 80 et 110. En 1972, Robert Crowder est déjà shérif du comté de Martin, en Floride. J'ai rencontré Gérard Schaeffer quand il s'est porté candidat au poste de shérif adjoint. À ce moment-là, il était officier de police à Wilton Manor en Floride, dans le comté de Broward. Et il cherchait un job de shérif adjoint dans un autre comté. À l'époque, il avait une apparence tout à fait normale, une bonne tête. Il semblait très sympathique et très charismatique quand il s'entretenait avec les gens. Et puis, nous nous sommes vite aperçus que derrière cette façade se cachait tout autre chose. Schaeffer emménage alors dans cette maison située à quelques kilomètres du bureau du shérif. Il semble alors convenir parfaitement au poste de shérif adjoint. Mais 28 jours plus tard précisément, Schaeffer commet une énorme faute et va être démasqué par son supérieur. J'étais chez moi un samedi matin. Le téléphone sonne, ma femme m'appelle et je prends le téléphone, c'était Schaeffer. Et il me dit, vous allez vraiment être foudrage contre moi, j'ai vraiment fait quelque chose de stupide, quelque chose de pas bien.
Je lui ai alors dit, dites-moi ce qui s'est passé. Il me dit, hier, alors que j'étais en train de travailler, il y avait 2 filles, 2 gamines en train de faire de l'autostop. Et je me suis arrêté pour parler avec elles et j'ai essayé de les mettre en garde contre les dangers de l'autostop, pour des filles, de tout ce qui pouvait leur arriver. Et elles se sont mises à rire et ne m'ont pas pris au sérieux. Du coup, je me suis arrangé pour les revoir aujourd'hui. Et j'ai voulu leur faire très peur, pour leur montrer, pour les convaincre que ce qu'elles faisaient était dangereux. Elles n'auraient plus rigolé et il ne risquait plus de leur arriver quoi que ce soit après ce que j'allais leur faire. Et il m'a dit qu'il les avait emmenés dans les bois, qu'il les avait attachés et les avait maltraités. Et pour les terroriser, il leur a ri au nez et leur a dit qu'il s'absentait un moment avant de revenir les finir. Mais quand il est revenu, elles s'étaient enfuies, elles avaient réussi à se détacher. Les 2 jeunes filles en question s'appellent Pamela Sue Wells et Nancy Ellen Trotter. Elles savent alors qu'elles ont échappé de justesse à un tueur pervers. Après avoir arrêté Schaeffer, Robert Crowder veut comprendre ce qui s'est passé. Il leur donne alors une reconstitution avec les 2 jeunes filles. Ce qu'il va découvrir va le glacer. Emmené dans les sous-bois à la sortie de la ville, Schaeffer décide d'abord de bâillonner les 2 jeunes filles avant de leur entraver les membres, de leur passer une corde au cou et enfin de les attacher à un arbre. Et puis, Schaeffer leur annonce qu'il s'en va, qu'il a une course à faire, mais qu'il va revenir pour finir son travail. Il leur annonce qu'il va les tuer, mais qu'avant, il va d'abord les torturer. Mais en son absence, les 2 jeunes filles vont réussir à se libérer et à fuir. Les 2 jeunes femmes m'ont raconté à peu près la même histoire à propos de Schaeffer, qu'elles ont croisé la veille et qu'elles ont revu le lendemain. Et puis elles m'ont dit qu'il leur avait fait toucher ses testicules et puis d'autres endroits du corps. Je ne me souviens plus de tout ce qu'elles m'ont décrit. Elles ont commencé à être terrorisées quand il les a ligotées et quand il les a suspendues. Schaeffer est donc arrêté par son supérieur. Survient alors un nouvel élément qui va le démasquer définitivement. 2 corps sont dans le même temps retrouvés dans les environs de Vero Beach, à Fort Pierce précisément. Robert Stone est procureur au procès de Schaeffer qui s'ouvre en octobre 1973. D'abord, on a réalisé qu'on avait peut-être mis la main sur un assassin. Et puis, il s'est trouvé qu'un vieux monsieur qui se promenait dans les bois a trouvé par hasard des os, peut-être des ossements humains. Alors la police est allée là-bas. Elle a ratissé l'endroit et elle a retrouvé les restes de 2 personnes, 2 humains. Ils ont retrouvé les corps de ces 2 femmes. Leurs dents avaient disparu. Et presque au même moment, la mère d'une fille qui était portée disparue en septembre 72 s'est rendue au bureau du shérif. Elle avait repéré un numéro de plaque d'immatriculation. Elle est allée au bureau des cartes grises pour savoir à qui elle appartenait. Or, il se trouvait que c'était celle de Gérard Schaeffer qui était déjà en prison. L'appartement de Schaeffer est alors perquisitionné et ce que les policiers découvrent chez lui finit de les convaincre de sa culpabilité. Il conservait des souvenirs de ses victimes et nous avons retrouvé une boîte remplie de bijoux et des effets personnels de différentes filles portées disparues dans le comté de Broward, situé un peu plus au sud. Et nous nous sommes dit qu'il avait probablement tué aussi ces personnes. Lors de la perquisition, outre les bijoux de ses victimes, les policiers retrouvent même des photos que le tueur a prises lui-même avant et après ses meurtres. Comme pour Pamela Wells et Nancy Trotter,
Schaeffer utilise le même mode opératoire lorsqu'il enlève Susan Place et Georgia Jessup. Sous la contrainte, il emmène les 2 jeunes filles dans les bois, au bord des marais qui bordent l'océan. Il choisit alors une clairière située au milieu des marais, à quelques centaines de mètres de la route et à l'abri des regards. Il les ligote et les attache aux arbres. Il leur faisait boire de l'alcool. Et une fois qu'elles étaient saoules, il les prenait en photo. Et il prenait du plaisir à les terroriser. Il les suspendait au bout d'une corde et les faisait souffrir. Il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour humilier ces femmes. Le rituel est lié vraisemblablement au plaisir de dominer, bien entendu. D'ailleurs, c'est souvent à l'arme blanche que ça se passe, parce qu'il y a un contact physique avec les victimes, soit à l'arme blanche, soit par strangulation, soit par suffocation. Donc, il touche les victimes et il les fait souffrir lentement, manifestement. Et le rituel est dans la lenteur. Et après les avoir tués, il violait leur corps aussi longtemps qu'il le pouvait. Et puis il finissait par les démembrer et par se masturber au-dessus de leurs restes. Ce qui est caractéristique de Schaeffer, c'est qu'il cumulait les paraphilies. Alors qu'est-ce que ça veut dire paraphilie? C'est tout simplement ce qu'on appelait autrefois les perversions sexuelles. Alors ce sont des motivations érotiques très particulières qui ne sont pas du tout partagées par tout le monde. En l'occurrence pour Schaeffer, c'était son goût immodéré et très érotique du plaisir qu'il prenait à sadiser ses victimes. Et à les sadiser par le bondage, les attachements, les liens qu'on a retrouvés dans ses dessins, comme dans ses passages à l'acte et sur ses scènes de crime. Mais c'est aussi le fait qu'il érotisait tout ce qui tournait autour des matières fécales, la coprophilie, tout ce qui tournait autour de l'urine et des émissions urinaires, donc l'urophilie. Il faisait boire ses victimes pour les voir uriner, pour les photographier, donc c'est tout à fait caractéristique. Il a retiré évidemment un plaisir sexuel et surtout ce grand sadisme qui là aussi est une paraphilie extrêmement grave et extrêmement dangereuse. Donc Schaeffer cumulait tout ça avec une façade sociale protectrice et ça n'a fait quelqu'un d'extrêmement dangereux. Lors de son procès, Schaeffer échappe à la peine de mort qui est à l'époque suspendue en Floride. Il est alors condamné à la prison à perpétuité. Plus tard, alors qu'il est toujours derrière les barreaux, la justice fera officiellement le lien avec 32 autres meurtres commis dans la région grâce aux preuves retrouvées chez lui. Voici la maison dans laquelle Gérard Schaeffer vivait quand je l'ai rencontré en 1964. Sandra Landon a bien connu Gérard Schaeffer. Elle le fréquente pendant 1 an, le perd de vue et reprend contact avec lui 10 ans plus tard lorsqu'elle apprend ses crimes. Il avait toujours 2 histoires. La première était « Je suis le plus grand tueur en série de femmes du siècle ». La seconde était « Je suis innocent, je n'ai jamais tué personne et je suis un honnête policier ». Et je me souviens d'un moment mémorable. Il m'a dit cette phrase, très lentement. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Tu ne peux pas comprendre, parce que tu n'es pas un serial killer ». Quand il fut reconnu coupable pour les 2 meurtres, Robert Stone fit le lien avec 34 meurtres ou disparitions de femmes jusqu'alors inexpliquées. En parlant avec Schaeffer de ces autres cas, il écrivit dans une lettre que le nombre de ses crimes était compris entre 80 et 110. Il me parla de cela. C'est absolument horrible. Il me dit... Comment définir un meurtre? Si tu as une victime qu'on laisse mourir, est-ce un meurtre? Si tu tues une femme enceinte, est-ce 2 meurtres ou un seul? Il comptait en fonction de ce type de réflexion.
on the actual count of actual murders. Alors qu'il est en cellule, Gérard Schaeffer pousse le vice jusqu'à publier des nouvelles sous le titre de Killer Fiction, nouvelles dans lesquelles il met en scène, sous l'alibi du roman, ses propres crimes. La police s'en servira là aussi pour faire le lien avec d'autres meurtres non élucidés. Dans les années 60, Schaeffer habite avec ses parents la station balnéaire de Fort Lauderdale, en Floride. Il est issu d'une famille catholique très pratiquante. Enfant, Schaeffer se met à détester son père qui commence à tromper son épouse. Dans le même temps, il entretient avec sa mère des rapports fusionnels. Il avait le droit de dormir dans le lit de sa mère. Ou plutôt, il dormait encore avec sa mère alors qu'il avait plus de 16 ans. Sondra Landon se souvient également d'un épisode qui à l'époque ne l'avait pas marqué. Elle n'avait alors que 16 ans. On était assis sur la plage. Il faisait nuit. On était enroulés dans une couverture qu'on utilisait d'habitude pour s'allonger. On l'avait mis sur nos épaules. Et soudain, il devint très sombre. Et il m'annonça qu'il éprouvait le désir de tuer des femmes. Avec le recul, Sondra Landon se souviendra des années plus tard d'autres épisodes ayant émaillé leur jeunesse et qui lui permettront de faire parler Schaeffer. Lorsque Stéphane Bourgoin le rencontre en novembre 91, Gérard Schaeffer est en prison depuis 18 ans. Il n'a jamais avoué officiellement ses crimes. Livrant parfois des anecdotes sur certaines disparitions de jeunes femmes, il s'est contenté de jouer au chat et à la souris avec la justice qui tentait de le faire avouer. Stéphane utilise alors un moyen détourné pour le faire parler. Quand j'interroge Gérard Schaeffer et que je n'arrive pas à le bouger, je décide d'adopter une stratégie qui est de le faire parler de tueurs en série qui sont ses voisins de cellule, et notamment du plus célèbre d'entre eux, Ted Bundy, qui en attend d'être exécuté dans le couloir de la mort de Floride. Donc je lui pose des questions en sélectionnant des rituels particuliers et des modes opératoires de crimes de Ted Bundy qui, je le sais, correspondent à ses propres rituels et modes opératoires. Et vous allez constater qu'en fait, Schaeffer m'avoue ses crimes entre les lignes. Il revivait en permanence ses crimes ? Je ne dirais pas exactement en permanence. Il m'a dit qu'il avait suivi mon affaire dans les magazines de détectives et qu'il avait tué 2 filles à Washington pour me copier sur des crimes aussi terribles que ce que j'avais commis sur Place et Jessup. Je pense qu'elle s'appelait Ott et Naisland. Et il m'a dit qu'il les avait emmenés dans un chemin forestier et qu'il les avait étranglés et qu'il avait violé les corps et qu'il était revenu et qu'il les avait de nouveau violés et qu'il les avait décapités comme une sorte d'hommage. J'ai pensé, vous êtes des salopards d'avoir écrit ça. Regardez ce type qui a lu ça et qui croit vos conneries. Et bien que je n'ai rien dit de tout ça, maintenant, il est là à m'encenser. Ce n'était pas exactement encensé, c'était vraiment un hommage. Combien en as-tu réellement eu, Gérard? Ils ont dit 34. Est-ce que tu te les as toutes faites? Ou tu les as juste emmenées au cimetière? Je me suis dit, Ted pense que je suis le meilleur. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Qu'est-ce que je peux dire? Vous ne pouvez pas donner une réponse rationnelle à ça. Si vous lui disiez que c'était des conneries, il vous répondait « Non, non, je le sais ». Et il savait.
parce qu'il l'avait vécu et que je l'avais vécu. Pas ce qu'on avait écrit sur moi, bien sûr. Et il avait fait de son mieux pour copier ce qu'il avait lu. Il en avait eu 36. Il voulait être le meilleur. Ça le chagrinait que j'en ai eu 34. Et il avait peur que j'en ai d'autres et qu'il ne soit pas au courant. Il était toujours à me poser la question. Il voulait que je lui réponde non, j'en ai que 34. Mais je n'ai pas dit ça. J'avais compris qu'il était très embêté à propos du nombre. Et moi, je revenais vers lui et je lui disais « Je suis le meilleur, Ted. Tu peux avoir peur. Je suis là et je suis le meilleur. » Juste comme ils disent. Le numéro 1. Monsieur Stone a raison. Le meilleur de tous. Et toi, tu n'es rien. Ça le rendait fou. Ce n'est pas possible. Je lui montrais la une du Palm Beach Post et je lui disais « Lis ça, mon vieux, c'est culte. En première page. Le Palm Beach Post. Culte. Je suis le leader du culte. Ce n'est pas possible. » Il était dégoûté. Il y a des éléments de perversion qui sont manifestes et qui sont liés au plaisir qu'il prend à certains moments à raconter son histoire, certes, mais en même temps à vouloir être meilleur que le meilleur. La perversion résidant au fait que d'une part il n'avoue pas ses crimes, mais en même temps il fait savoir que les autres sont moins bons que lui, qu'il est plus fort que les autres, et même si on regarde bien, on ne peut pas penser qu'au moment où il se lèche les babines, où il se passe la langue sur les lèvres, il n'éprouve pas un grand plaisir, puisqu'en même temps, il y a une intensité dans les yeux et dans de la baisse du ton qui montre tout le plaisir qu'il a encore à, en quelque sorte, revivre ses expériences. Comme pour tous les tueurs en série, Gérard Schaeffer a jeté son dévolu sur des proies systématiquement plus faibles que lui. De jeunes femmes, plus faciles à attraper. Les tueurs en série, tels qu'on les a étudiés, ne sont pas des gens courageux, contrairement à ce que la littérature ou le cinéma veut bien faire croire. Soit ils sont courageux, soit ils sont extrêmement intelligents. Ni l'un ni l'autre ne sont vrais. Les tueurs en série sont des gens qui s'attaquent à des victimes plus faibles qu'eux. Ils s'attaquent à des femmes ou à des hommes jeunes, en général. Ils sont armés face à une victime qui va avoir beaucoup de mal à se défendre. Ils ne s'attaquent pas en fait à plus fort qu'eux. On peut remarquer que ce ne sont pas des guerriers. Ce sont des gens qui ont peur des autres, très souvent, qui d'ailleurs dans leur vie de tous les jours sont plutôt considérés comme gentils, certainement parce que le conflit n'est pas forcément quelque chose de simple pour eux, mais autrement sont plutôt des gens qui vont éviter de se confronter à des gens qui vont avoir une certaine puissance. Gérard Schaeffer est mort assassiné de 40 coups de couteau par un codétenu le 3 décembre 1995. Fantasme, scénario imaginaire figurant la réalisation d'un désir profond. Retour en Californie le week-end de Pâques 1973, où Edmund Kemper vient d'assassiner sauvagement sa mère et la meilleure amie de cette dernière. À la même époque, certaines parties de corps des 6 étudiantes qu'il a assassinées quelque temps plus tôt et qu'il a jetées à la mer sont revenues avec le courant sur la plage de Santa Cruz. La police est sur les dents. Kemper, qui se sent alors cerné, prend peur et décide de s'enfuir. Il quitte la Californie et roule jour et nuit avalant des pilules pour lutter contre le sommeil. Trois jours plus tard, il atteint la ville de Pueblo, dans l'état du Colorado.
Épuisé de fatigue, il stoppe alors sa voiture dans cette station-service et, fait rarissime chez les tueurs en série, il décide finalement de se rendre. Il tente alors de joindre par téléphone l'une de ses connaissances de la police de Santa Cruz pour lui avouer ses crimes. Je lui ai demandé de me dire ce qu'il avait fait. Il m'a répondu qu'il avait tué sa mère et son ami. Alors, j'ai fait durer la conversation avec lui pour essayer de le localiser. Dans le même temps, j'ai contacté un collègue de travail, Mickey Alufi. J'ai reçu l'appel vers 5 heures du matin. Il m'a dit que M. Kemper avait décidé de se rendre et qu'il appelait d'une cabine située à Pueblo, dans le Colorado. Il avait tué sa mère et une autre femme, plus tous les homicides sur lesquels on enquêtait. Mickey Alufi décide alors de se rendre à Aptos, dans la banlieue de Santa Cruz, chez la mère de Kemper. On a cherché dans la maison et on a trouvé les corps dans la salle de bain de sa mère. Et puis on est sorti et on a procédé au relevé des empreintes sur la scène de crime. Alertés immédiatement par Jim Conner, une fois Kemper localisé dans la ville, les policiers de Pueblo procèdent à son arrestation. Mickey Alufi et Richard Verbrugge font alors le voyage à Pueblo pour récupérer Kemper. Sa déposition fut très complète. Il a tout avoué. Il se souvenait de tout. On n'a pas procédé à un interrogatoire extrêmement fouillé. On voulait juste savoir quelles étaient les personnes qu'il avait tuées. Et c'est essentiellement ce qu'on a fait. Il a parlé des différentes filles qu'il avait tuées. Il a parlé du meurtre de sa mère et de la meilleure amie de celle-ci. Kemper est donc très coopératif. Et pendant tout le voyage de retour qui dure 3 jours, il continue de parler. De retour à Santa Cruz, il accepte même de montrer aux enquêteurs où il a caché les corps de ses victimes. Kemper sera également très coopératif lors de son procès qui s'ouvre le 25 octobre 1973, se montrant prolifique même sur les pires détails, sans que sa voix ne trahisse la moindre émotion. Comme lors de l'interview accordée à Stéphane Bourgoin 18 ans plus tard, Kemper est intarissable dès qu'il s'agit de parler de lui et de ce qu'il a commis. Le cas Kemper, à ma connaissance, est un des cas uniques où quelqu'un délivre tout d'un coup le besoin de se soulager. L'esprit de détail que certains tueurs en série peuvent avoir, c'est pour moi une sorte, je m'excuse du terme, d'équivalent masturbatoire, où ils sont là à se faire plaisir à eux-mêmes, à circuler en boucle, et en plus, bon, ce sont des sujets qui deviennent célèbres, enfin qui sont dans une véritable apparence, et je pense que face à l'autre, ils ont la jouissance de les rendre mal à l'aise, de les importuner, de leur montrer que eux ont un plaisir, et ils jouissent comme un exhibitionnisme du malaise qu'ils repèrent dans le regard de l'autre, qu'ils dominent à ce moment-là. Edmund Emil Kemper coopéra avec la police sur ses crimes. Il est l'un des tout premiers cas de tueurs récidivistes à avoir été étudié par le FBI pour mettre au point les techniques de profilage permettant de traquer ce genre de criminels aux États-Unis. Mais après 35 ans passés derrière les barreaux, une question demeure, valable pour tous les autres cas de tueurs en série. Ed Kemper serait-il encore susceptible de tuer ? Quand quelqu'un a fait le genre de choses qu'Ed Kemper a fait sur des personnes innocentes, il ne les connaissait pas, il ne les avait jamais rencontrées, elles étaient comme des étrangères qui sont passées dans sa vie. Vous ne devez jamais laisser une personne comme ça sortir de prison. Parce que vous ne pouvez absolument pas prendre le risque que ce qui s'est produit une fois puisse recommencer. Donc, non, je ne veux pas revoir Kemper dans la société, et pourtant, je l'ai défendu. Sur la période 1900-2000, 298 cas de tueurs en série, les 298 cas libérés ont récidivé. Un jour,
Il ira devant la commission de probation et il dira « Oui, je pense que je suis prêt pour la liberté conditionnelle. Je prie juste pour que personne ne lui accorde. »